Salut Jean, salut tout le monde. Bonjour Olivier, Est-ce qu'on m'entend bien? parfaitement. Parfaitement, super. Merci pour ta présentation. Écoute, si j'ai les commandes, je peux démarrer, j'imagine, il est l'heure. Voilà, je pense que Elena va mettre le diaporama en ligne. Ok, bon, allons-y alors. Donc voilà le plan, hein. Le but, c'est de voir comment on va pouvoir optimiser nos coûts SEO. Premièrement, ce sera plutôt une grande introduction, hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de maîtriser nos coûts et quels coûts? Et la partie centrale, eh bien, ce sera de voir comment on peut avoir une approche SEO qui est basée sur la mesure de ce qu'on fait et de l'efficacité de nos optimisations SEO. En gros, hein, Google, ça reste une sorte de boîte noire, même pour des SEO avancés, il faut être honnête, avec tous les changements de Google, avec la concurrence, avec tout ça. Et donc, il faut avoir une approche un peu humble et se dire, parfois ça marche et parfois, bizarrement, ça ne marche pas aussi bien qu'on pensait. Et dans ce cas-là, on va améliorer et on va voir qu'on peut gagner soit directement de l'argent, soit du temps, soit les deux, soit d'autres choses. Et je terminerai assez rapidement par une petite partie sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est à peu près incontournable en SEO. Et on verra à quoi elle peut servir, mais aussi si jamais il y a des inconvénients ou des risques à l'utiliser. Alors, première partie, la nécessité de la maîtrise des coûts. Donc, pourquoi le coût du SEO globalement il a tendance à augmenter et il pourrait peut-être le faire encore plus à l'avenir, par exemple en 2023, j'ai pointé seulement trois principales raisons. Premièrement, les concurrents ou la concurrence en général, qui est quand même très féroce et souvent bien présente en page 1. Il faut avouer que Google ne nous laisse plus beaucoup de place pour apparaître, hein. Donc, il faut se frayer une place, il faut pousser les concurrents. Je note qu'il y a quand même depuis pas mal d'années maintenant une énorme surenchère à produire le contenu le plus beau du monde et à obtenir les meilleurs liens possibles ou en grande quantité. Et ça, forcément, c'est un sacré coût. Le deuxième point, c'est quand même Google qui aujourd'hui nous demande beaucoup plus d'efforts pour être en page 1 qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, si j'ose revenir aussi loin. À l'époque où c'était très simple. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc quand même, il faut quand même avouer que Google est devenu difficile à satisfaire et ça aussi, ça a un coût. Et puis, troisième point, c'est impossible, franchement, de l'occulter. On sait tous que malheureusement, on a une forte inflation en ce moment et j'ai l'impression que ça risque de s'aggraver, enfin, j'en sais rien, mais en 2023. Et donc, elle s'applique partout, hein. Elle s'applique aussi à vos coûts techniques de votre site, de vos outils, vos salaires et donc à vos prestataires éventuellement. Et tous les trois combinés, eh bien, ça fait que le SEO, ça coûte assez cher. On va dire peut-être pas autant que le SIA, mais le but, ça va être quand même de trouver des moyens d'être plus efficace. Voilà. Alors, comment on pourrait être plus efficace sans dépenser plus ou en optimisant? Vous allez voir qu'évidemment, c'est pas là où je vais avoir une grande originalité, mais je vais vous dire qu'il faut utiliser des outils. Les outils sont là pour vous faire gagner beaucoup de temps et donc, au final, de l'argent, tout simplement. Par exemple, vous allez pouvoir trouver des optimisations que vous auriez passé un temps fou à trouver ou peut-être même pas trouver. Alors, je vais donner des exemples tout à l'heure. Deuxième point, je voudrais vous conseiller d'avoir une approche basée sur la mesure des données. Voilà, on est dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup de données disponibles. Et bien, quand on combine les outils et les données, on va pouvoir avoir un travail vachement plus efficace. Donc, c'est sur ça que je vais un peu détailler les choses. J'aime bien aussi montrer qu'on peut utiliser de l'IA. Donc, voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, quelques outils classiques pour gagner du temps, gagner de l'argent, d'être plus efficace. Donc là, j'en ai les trois premiers. C'est vraiment des exemples assez basiques. Un audit de site, un suivi de position et la recherche des pages orphelines. Alors, on va détailler ça un petit peu.
Donc, le premier point, c'est un audit de site. Bon, bah ça, j'imagine qu'à peu près tout le monde a déjà fait un audit de son site. C'est un peu la première chose à faire, évidemment, pour voir ce qu'il en est et trouver des idées d'optimisation. Et à moins que vous ayez un site qui fasse 10 pages, j'ai rien contre les sites de 10 pages, mais sinon, au-delà, ou allez, une centaine de pages, c'est impossible à faire à la main. Donc, un outil va vous faire gagner un temps fou. J'aime bien avoir aussi une vision d'ensemble. Donc là, j'ai pris juste une capture d'écran de mon outil RMTech pour avoir une vision d'ensemble. Donc là, on voit tout de suite que sur le site que je montre, eh bien, il a un gros problème sur la profondeur et le maillage interne. Et donc, on va gagner du temps à se dire il faut absolument que j'améliore ce levier du SEO parce que là, il handicape trop ce site-là. Donc, avec une vision d'ensemble, déjà, on gagne du temps à savoir quoi faire. Et puis après, si on veut rentrer dans les détails, eh bien, il faut que URL par URL, on ait des indicateurs pour prioriser, en fait, pour se rendre compte à quel point la page elle a des problèmes ou elle doit être optimisée. Donc, de mon côté, j'ai un indicateur de l'optimisation technique qui s'appelle Quality Risk. Et puis, comme tu l'as cité tout à l'heure, Jean, j'ai aussi inventé avec Fabien notre indice page zombie. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le but ici de détailler, juste tout le monde doit aujourd'hui avoir des outils de ce genre pour gagner du temps à étudier son site. Deuxième exemple, c'est le suivi de position. Bon, ça, c'est encore plus classique. Donc là, j'ai pris une capture d'écran d'un suivi de position dans SE Ranking. Le but étant évidemment de surveiller son positionnement sur plein de requêtes, mots-clés si vous préférez. Tant qu'à faire, on peut aussi le faire sur les concurrents, donc ça c'est pas mal. L'audit de site aussi, on pouvait, mais... Et le but, c'est aussi de vérifier quand on travaille, quand on améliore son référencement, quand on bosse son référencement, que nos positions progressent. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Troisième exemple, la recherche de pages orphelines. Oui, Jean? Voilà, super. Donc, les pages orphelines, peut-être que là aussi, vous connaissez ce que c'est. Une page orpheline, c'est une page qui existe sur notre site. Elle est même indexable, peut-être même qu'elle génère du trafic, mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle est introuvable sur le site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien vers elle. Donc, on parle de page orpheline au sens elle n'a pas de page parente. Donc, si jamais c'est une bonne page, c'est une page qui a raison d'exister, eh bien, vous allez tout simplement la relier dans le site, lui faire des liens. Et il faut savoir qu'une page orpheline qui n'a pas de lien, donc, et qui passe à obtenir des liens, eh bien, ça dope tout de suite son efficacité et elle va se mettre à être bien plus performante en référencement. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est indispensable à faire, qu'on oublie assez souvent et qui est là, pour le coup, nécessite vraiment des outils. C'est-à-dire que là, on doit faire le rond jaune, c'est la liste des pages qu'on a trouvées sur le site. Donc là, il y en a 12 675. Et on va comparer à la liste des pages qui sont dans le sitemap. 9602. Bon, dans ce cas-là, on n'a trouvé que 3 pages orphelines. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais si tu passes au slide d'après, Jean, on va voir qu'en fait, les pages orphelines, on peut aussi en chercher grâce à Search Console, ou grâce à Analytics, ou grâce au log, ou grâce à tout ce que vous voulez, toutes les informations sur les pages qui existent sur votre site. Et là, dans cet exemple, il y a 1298 pages, c'est quand même 10% des pages du site, qui existent, qui sont indexables et qui sont absentes dans le maillage interne. Donc, typiquement, ces pages-là, si jamais on leur fait des liens, c'est garanti, ça améliore immédiatement leur référencement. Là, vous avez un gain de temps très important. Vous pouvez peut-être voir aussi quelques pages orphelines qui n'auraient jamais dû exister et ce sera l'occasion de vous en débarrasser. Alors, on continue avec d'autres idées pour gagner du temps ou de l'argent. L'analyse concurrentielle, la recherche de mots-clés ou la surveillance SEO de tout un site. Alors, on va détailler ça. Donc, l'analyse concurrentielle, c'est un truc que j'adore faire. Une fois que j'ai fait un audit de site, franchement,
je fais toujours une analyse concurrentielle. Donc, la difficulté, éventuellement, ça serait de choisir les sites concurrents à étudier. Mais avec des outils comme ici, SE Ranking, eh bien, on arrive à trouver en fait leurs bonnes idées, les bonnes idées des concurrents. Et là, je vais gagner un temps dingue à aller piquer leurs bonnes idées. C'est-à-dire quoi, les bonnes idées? C'est les contenus qu'ils ont créés, qui leur génèrent du trafic, qui correspondent à mon offre. Et pourtant, je n'ai pas de page dédiée à ça. Je préfère travailler par page que par mots-clés. Parce que par mots-clés, vous risquez de perdre votre temps, en fait. Il y a trop de mots-clés dans tous les sens, alors que des pages, c'est beaucoup plus structuré. Ça ne vous empêche pas après d'aller étudier les mots-clés. Donc ça, vraiment, c'est un point top. Je pense que là où avant, vous alliez passer une journée à faire une recherche de mots-clés, là, en 1 heure, vous trouvez beaucoup plus de choses. Et il y a une sorte de filtre qui a été fait en fait. C'est que il peut y avoir des mots-clés que vous trouvez dans des outils qui ont l'air d'être intéressants pour vous, mais qui en fait, je sais pas, sont très peu cherchés ou convertissent très mal. Et c'est pas très utile de passer du temps dessus. Alors que là, avec une analyse concurrentielle, eh bien, on gagne beaucoup de temps. Troisième autre exemple, pardon, je ne sais plus auquel j'en suis. La recherche de mots-clés. Bon, voilà, pour compléter ce que je viens de dire, on va rentrer dans les détails. Bon, clairement, on va utiliser un outil, ici c'est encore SE Ranking, où je donne un mot-clé principal de ma page et je vais trouver soit carrément des idées de contenu à créer, des nouvelles pages, ou peut-être simplement des expressions que j'ai oublié de mettre dans mon contenu et qu'il faudrait que je rajoute. Voilà. Donc ça, typiquement, sans outil, c'est impossible de le faire. Enfin, vous pouvez aller scraper ou vous balader dans les SERP Google, mais je pense que vous allez un peu trop perdre de temps. Et c'est très chronophage de toute façon. Ouais, moi, toutes les fois où je peux gagner du temps par des outils en général, eh bien, je le prends. Voilà, c'est pas s'il faut que ça de dire que le temps c'est de l'argent, hein, on court après pendant toutes nos journées. Après, j'ai un autre point sur lequel là, il y a un peu moins de monde qui s'y intéresse et pourtant c'est extrêmement utile. Regardez un peu cette image, vous reconnaissez sûrement Amazon. Je suis allé prendre une page qui, je sais pas, c'était une souris de gamer et puis juste en dessous de la fiche produit, même vers le haut, Amazon me propose plus d'articles à découvrir. Ok. Imaginez un peu, là, la semaine en plus du Black Friday, si jamais ce bloc, il déconne. Si ce bloc, il marche plus. Il y a un bug technique et il s'affiche plus dans les fiches produits là chez Amazon. C'est une perte de chiffre d'affaires considérable parce que les gens qui ont voulu acheter ou qui ont envisagé d'acheter une souris, ils vont effectivement peut-être acheter un clavier ou un casque. Donc là, je suis en train de vous dire que ce n'est pas vraiment directement du SEO. Parfois, un bug sur le site, une mise à jour va causer des dégâts financiers directement. Ce n'est pas indirectement comme on peut trouver d'autres exemples et que je vais vous montrer derrière. Là, j'ai voulu montrer un point un peu plus décisif, c'est que parfois, c'est directement le chiffre d'affaires du site qui peut être impacté. Voilà. Donc, si tu passes à la suite, Jean, merci. Eh bien, on voit ici une capture d'écran d'un de mes outils qui s'appelle cette fois-ci RMTech, dans lequel on voit qu'on peut planifier une tâche, c'est-à-dire un audit. Donc ici, on voit que ça a été mis tous les 7 jours. Bon, vous pouvez choisir. Et à partir de là, vous voyez un petit bouton gestion des alertes. Vas-y, avance un coup. Voilà, donc on a plus de 60 critères qui sont surveillés en fait sur l'ensemble du site que vous demandez d'auditer, dans mon exemple, tous les 7 jours. Et donc ça, c'est alerte sur les métriques globales. Donc on peut voir s'il y a un problème sur le score technique, s'il y a un problème sur la profondeur moyenne des pages, sur le temps de téléchargement, sur le maillage interne, etc. Vas-y, avance un cran. Voilà, on peut aussi voir s'il y a des choses qui ont changé. Mais changé dans le sens, ça risque de dégrader le SEO. Par exemple, le fichier robot.txt a changé, des URL ont disparu,
des URL ont changé de code HTTP, les URL ont changé de title, de profondeur, etc. etc. Et en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de changement, on est prévenu. Voilà, on reçoit une alerte. Et au moins, le but, c'est d'être prévenu à temps, pas dans des jours, des semaines ou voire des mois. Parce que sinon, pendant ce temps, les dégâts, ils ont causé des pertes, j'imagine. Tu peux avancer. Là, c'était un exemple d'un client qui a reçu cette alerte. Avant, plein de pages n'avaient aucun problème de taille de contenu. Donc, ça, c'est un graphique qui dit si vous avez des pages quasiment vides. Et là, on voit en bleu, sur la gauche, c'est ce qu'on avait avant. Et sur la droite, on voit un énorme pic. C'est ce qui est arrivé. Donc, en fait, ça, c'est un point qui ressemble à l'exemple d'Amazon de tout à l'heure. Je me rappelle très bien que c'était des articles similaires qui avaient disparu. Donc, sur un e-commerce. Et là, je peux vous dire que non seulement ça avait impacté le SEO, parce que le maillage interne était moins bon, mais deuxièmement, ça avait impacté directement le chiffre d'affaires. Donc, quand on dit je voudrais optimiser mon budget SEO, le SEO, ça coûte cher, etc., j'ai envie de dire, déjà, surveillez votre site, mettez en place ce type de surveillance, parce qu'au moins, vous serez prévenu dès que vous faites une petite erreur sur votre site, et vous aurez, on va dire, gagné sur les deux plans, sur le plan des manques de conversion ou de chiffre d'affaires et sur le SEO. Par expérience, plus vous êtes nombreux à intervenir sur le site, plus le risque il augmente. La moindre mise à jour, même d'un plugin de WordPress ça peut avoir des impacts qui ont l'air anodins. Souvent, je prends l'exemple de la tuile sur votre toiture qui est fissurée. Et puis, vous en rendez pas compte et en fait, ça fuit dans le toit et dans la charpente. Et vous mettez 6 mois à vous en rendre compte. 6 mois plus tard, il y a eu pas mal de dégâts. Voilà. Il faut être réactif. Voilà. Et si on n'a pas un outil qui nous surveille ça, je vois pas très bien en fait comment on va pouvoir s'en sortir. Voilà, donc comme je le disais, c'est un peu un résumé. Ce système de surveillance, il va vous éviter de perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas directement en gagner, on va dire, mais soit pour repérer des erreurs purement SEO, soit pour repérer des erreurs qui ont un impact direct sur notre chiffre d'affaires. Bon, alors maintenant, on va passer à notre idée de mesurer de façon plus précise les impacts SEO de toutes nos optimisations. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, arrêtez de toujours croire ça marche, ça va marcher, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Non, maintenant, vous allez le vérifier sérieusement, mais si possible aussi de façon très simple, c'est-à-dire rapide. En général, moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des gens ils se disent « Ouais, alors moi, je vais faire ça parce qu'il y a un tel qui dit que ça marche. » Ok, donc voilà, on va dépenser du temps ou de l'argent ou des outils, je ne sais pas quoi. Et puis, on vérifie rien en fait. Ou alors, on vérifie assez mal si ça a été efficace ou pas. Parce qu'on était tellement convaincus que c'était une bonne idée que on ne mesure rien. Voilà. Donc, j'aime pas du tout ce genre d'approche parce qu'en fait, vous allez investir quelque chose en pensant que c'est utile alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, vous n'allez pas vous rendre compte que c'était utile ou en tout cas à quel point. Donc vraiment, ça, c'est pas une bonne façon de bosser, je trouve. Si jamais vous avez des comptes rendus à faire à votre patron, à votre client, vous risquez de lui raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut avancer, et surtout avec la concurrence qu'on a aujourd'hui dans le SEO. Et surtout que maintenant, il faut de plus en plus prouver à ses clients ce qu'on va faire, comment on va le faire et pourquoi on va le faire. Donc ça, c'est important aussi au niveau transparence avec les clients. Exactement, exactement. On a beaucoup d'utilisateurs qui me disent je suis très content d'avoir des données tierces ou des données de Search Console à montrer, et factuelles, avec des dates, etc. Alors, ça peut prendre, ça peut être un peu exigeant quand même, et c'est ça que je vais aussi vous montrer. Voilà, donc moi j'ai envie de dire maintenant, continuer ou développer une approche de test. Le SEO, c'est souvent je fais des tests. Alors, normalement, le site de votre client, ce n'est pas censé être votre labo. Vous avez suffisamment testé vos idées avant.
mais quand même, vous allez vérifier que ça fonctionne. Alors, on va se baser sur quelles données? J'ai envie de dire trois idées. J'ai 3 idées. La première idée, c'est peut-être pas la première à laquelle vous pensez, j'en sais rien. C'est la visibilité dans Google, en fait. C'est-à-dire que quand je travaille sur une page ou sur un groupe de pages, je vais regarder sur quelle requête la page ou les pages se positionnaient avant et comment elles ont évolué en position, mais sur toutes les requêtes. Pas seulement la requête que j'ai en tête ou la requête de mon client ou de mon patron. Ça, c'est hyper important d'avoir ça comme vision. Et en plus, ce qui est pas mal avec la visibilité, c'est que ça dépend pas ou très peu de données extérieures comme, je sais pas moi, c'est un week-end ou c'est la semaine, c'est les vacances, il y a des grèves ou il y a de la neige ou il y a de la sécheresse. Ce n'est pas lié à la saisonnalité. Voilà. Et bien, bon, deuxième point, évidemment, si on peut, c'est quand même mesurer l'impact sur le trafic. Il faut être honnête, en SEO, ce qu'on aimerait bien générer, c'est surtout du trafic pour son client ou pour son site. Donc, si on voit un impact vraiment sur le trafic, bah c'est nickel. Par contre, attention, le trafic de la page que vous avez bossé, pas de l'ensemble du site. Donc, n'allez pas me dire ah bah, j'ai investi tant de backlink vers une page ou vers 10 pages et je regarde le trafic de tout mon site. Ah non, c'est catastrophique ça. Ça n'a rien, c'est ridicule ça. Bon, et le troisième point, troisième type de données qu'il faudrait essayer de suivre, c'est pas toujours si simple que ça, eh bien, c'est les conversions. C'est-à-dire, c'est vraiment avoir une approche ROI. Hein. J'ai passé du temps à faire telle chose, telle optimisation SEO, combien ça m'a rapporté? Voilà. Donc, si on se base vraiment sur Search Console, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas les données de conversion. Donc, on pourrait essayer de mixer d'un côté Search Console et de l'autre des outils de web analyse, Google Analytics ou d'autres que vous avez installés. Donc, pour moi, la bonne chose, c'est de se baser sur Search Console. Et dans mon outil, on a décidé de rajouter une couche qui fait ça, en fait, qui va nous automatiser à 100% la mesure de l'impact SEO de toutes nos actions. Donc ici, on voit un tableau de bilan où on voit, voilà, pour l'action que j'ai mise en place, on va donner des détails tout à l'heure, hein, des exemples. Eh bien, ici, j'ai gagné X% de clics, je me positionne sur beaucoup plus de requêtes qu'avant. Le nombre de requêtes, hein, c'est vraiment une métrique qui est très intéressante à suivre. On ne l'a pas vraiment directement dans Search Console, mais on peut la récupérer quand même. Et puis après, bon, voilà, on peut détailler comme on voit à l'écran. On peut aussi afficher des graphiques. Donc là, on voit au milieu de l'écran une barre verticale qui dit où se situe l'action, l'optimisation qu'on a faite. Et on voit le nombre total de requêtes sur laquelle la page ou les pages concernées arrivent à se positionner dans Google selon Search Console. Donc, c'est du réel, hein, ce n'est pas selon des outils tiers qui essayent de deviner les choses. Donc là, on voit clairement que ça s'est amélioré. On a plus de requêtes et un peu plus de vert. Et le vert, c'est les requêtes bien positionnées dans Google. Donc, on peut le voir évidemment en nombre de clics. Alors, les clics, parfois, c'est difficile. Hein. Là, par exemple, on pourrait me dire, ouais, mais la période qui a précédé l'action, là, bon, il y avait une petite tendance à la hausse, alors quand même, c'est un peu normal que ça continue d'augmenter. Bon, là, on voit en très pointillés, c'est les moyennes, avant et après. Donc, on voit que l'action a été assez rapide à faire améliorer les clics. Mais comme on l'a vu avant, qu'il y avait aussi une amélioration du nombre de requêtes sur lesquelles on se positionne, on peut quand même facilement conclure que l'action elle a été efficace ici. Donc ensuite, on peut le voir en position moyenne. Donc attention, la position, on voudrait qu'elle diminue ici. Donc là, on voit qu'elle a diminué, c'est bien. Et donc, je vais vous donner maintenant des exemples. Donc là, je n'ai pas pu donner les noms, mais c'est des utilisateurs de mon outil qui m'ont transmis ces infos. La première, c'était l'optimisation d'une page, une seule, sur un sujet de niche, avec un énorme travail éditorial. Donc, un gros classique du SEO.
Donc, la page, elle existait déjà, hein, mais elle était très, très pauvre en contenu. Voilà, donc, il a été fortement enrichi pour que la page soit vraiment la plus pertinente possible sur ce sujet. Et donc, on a étudié les résultats avec ce suivi d'action. Donc là, on peut montrer aux clients, on peut montrer aux prospects, ben voilà, regarde, sur X semaines, donc là, je ne sais plus combien c'était, on a gagné 18% de clics. Bon, très bien. On a malheureusement augmenté la position moyenne. Alors, comment ça s'explique, ça? Ben, on va le voir au cran d'après, je pense. Voilà. C'est qu'en fait, on s'est positionné d'un seul coup. Voilà, que c'est assez rapide, hein, même très rapide, c'est en 2-3 jours. Hein. On s'est positionné sur plein de mots-clés, de plus qu'avant. Ça, c'est typique d'une optimisation éditoriale. C'est-à-dire que Google comprend d'un seul coup, en ayant réindexé la page, que la page, elle est pertinente pour des nouvelles requêtes par rapport à avant. Et donc, au début, on arrive peut-être en page 2 pour ces requêtes-là, ce qui dégrade donc notre position moyenne. Mais on voit aussi que le nombre d'impressions, il a fortement augmenté suite à la mise à jour du contenu. Donc ça, c'est très positif. Parce que s'il y a plus d'impressions, plus de mots-clés positionnés, plus de clics, franchement, on peut conclure que cette optimisation était tout à fait rentable. Bon, là, je l'ai flouté, mais on a aussi évidemment le détail sur les dizaines ou les centaines ou les milliers, ça m'est déjà arrivé, de requêtes sur laquelle la page se positionne dans Google, d'après Search Console. Et on peut comparer, d'un seul coup, on voit position avant, position après. Et donc, on peut confirmer si ça a été une bonne optimisation ou pas. Deuxième exemple, pour vous montrer que ça peut être très varié. Hein, ça s'adapte en fait à n'importe quelle optimisation, action pour le référencement. Donc là, l'utilisateur, il avait acheté un backlink, un backlink assez costaud. Le truc que, soi-disant, on ne doit pas faire, hein, si on écoute John Muller. Voilà. Et voilà, un grand classique, hein, sur un blog, vers une page catégorie, avec un texte de lien, encore texte plutôt optimisé. Alors, ça a donné quoi? Pas un gros changement en termes de positionnement de mots-clés, mais parce que ça, c'est assez classique du backlink. Là, par contre, si on regarde le positionnement pour toutes les requêtes sur lesquelles la page elle sort, donc c'est une grosse catégorie commerce, hein, un gros site, l'analyse, elle ne porte pas sur les quelques mots-clés qui sont liés au texte du lien qu'on a acheté. Non, là, l'analyse, elle porte sur toutes les requêtes sur lesquelles la page, elle sort dans Google avant et après l'optimisation. Qu'est-ce que j'appelle ici l'optimisation? C'est l'achat d'un backlink. Donc ici, je suis capable de montrer au client ou à mon patron ou pour moi, voilà, j'ai dépensé tant à acheter un lien. Eh bien, je peux chiffrer de plein de façons différentes. Donc, ça commence à être assez fiable si ça a été positif. Donc ici, on voit que ça a été assez positif. Donc, la position moyenne, voilà, elle a un peu baissé. Ça, c'est normal avec un backlink, un bon backlink. OK. Au passage, c'est assez rapide. Il y en a qui me disent les liens, il faut 6 mois. Non, ceux qui vous disent il faut 6 mois, c'est qu'ils ne sont pas trop sûrs des liens qu'ils vous vendent. Et ils se disent que globalement, sur 6 mois, si vous passez du temps à acheter beaucoup de liens, c'est évident que vous allez progresser. OK, mais là, tout le monde est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus fin possible pour optimiser mon budget et me dire, il y a des liens qui ont beaucoup apporté à mon référencement. J'ai bien fait de les acheter. Et il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, à l'avenir, je vais essayer d'éviter d'acheter ce genre de liens. Je vais plutôt me concentrer sur le type de liens pour lesquels j'ai vu qu'il y avait un super impact positif. Et ça, cette approche-là, elle est assez facile et elle est assez... c'est optimiste, quoi. J'aime bien ça. Voilà. Donc là, la position, OK. Les clics, les clics, ils ont un peu augmenté. Ouais, c'est quand même assez rapidement, hein, en quelques semaines. Alors, troisième exemple, là, achat de 4 backlinks sur 5 semaines. Bon, ça aussi, c'est du classique. Il y a 3 mois, il n'y a aucun problème à revenir en arrière au passage. Hein. Dans Search Console, vous avez les datas sur 16 mois. Donc, vous pouvez revenir en arrière
facilement, même, je ne sais pas moi, 1 an avant, si jamais vous aviez noté que vous avez acheté un lien il y a 1 an ou il y a 6 mois, c'est toujours possible, après coup, d'essayer de mesurer s'il y avait eu un impact à cette époque-là, dans les semaines qui ont suivi. Et là, dans cet exemple, aucun impact. C'est-à-dire qu'on n'a rien pu trouver comme impact en nombre de requêtes sur laquelle la page se positionne, enfin les 2 pages là, et en trafic. Alors là, qu'est-ce qu'on dit Soit on dit, bon, l'outil, il est absolument fiable, enfin l'outil, en gros, c'est Search Console, hein, il est absolument fiable et le lien, il vaut rien. Donc, c'est un lien que Google a ignoré. Ou 4 liens, c'est tout à fait possible. Hein. Si on achète n'importe comment des liens, si on les prend sur des sites hyper faciles à repérer comme étant vendeurs de liens, ou d'autres raisons, je ne sais pas, moi, les pages ne sont même pas indexées, eh bien, c'est normal de ne pas avoir d'impact. Maintenant, il peut y avoir aucun impact visible comme ça, mais peut-être qu'il y a eu un impact par ailleurs, je ne sais pas, en trafic généré ou à vérifier. Moi, dans ces cas-là, quand même, j'ai des gros doutes sur les liens. Voilà. Allez, exemple 4. Là, c'était l'optimisation de la web perf, hein, la vitesse essentiellement, les signaux web essentiels. Et dans ce cas-là, deuxième fois, impact très faible. Donc, est-ce que c'était lié à ça? Est-ce que c'était lié à autre chose? Un impact très faible. Bon, il faut dire que moi, je n'ai pas vu si souvent que ça hein, qu'il y a un impact très fort. Je le vois quand le site est très, très lent. Mais sinon, c'est un peu plus dur à voir. Maintenant, attention, il peut y avoir d'autres impacts positifs que le SEO. Et quand je pense à la web perf, je pense par exemple au taux de conversion. J'ai déjà vu des cas où on a fait un gros travail de web perf, ça a bien amélioré le taux de conversion, mais pas le SEO. Dans ces cas-là, à vous de conclure, mais pour moi, ça reste intéressant, même si ce n'est pas directement positif pour le SEO. Alors, dans quel cas vous pourriez avoir besoin de mesurer l'impact? Je n'ai pas besoin normalement de vous lister toutes les optimisations que vous faites pour le référencement. Là, je vous en ai listé juste 5, parce que c'est les 5 plus courantes. Vous avez rebossé vos titres, vous avez largement enrichi un contenu éditorial, vous avez bossé le maillage interne, vous avez obtenu des backlinks, et vous avez accéléré votre site, en gros, ou amélioré l'UX. Donc, à chaque fois, pour tous ces trucs-là, ça vaut le coup de vérifier si ça a été efficace. Et voilà. Donc, concrètement, comment ça se passe? Si jamais vous utilisez mon outil, c'est juste comme ça. Vous avez un titre à mettre, un tag pour vous y retrouver. Donc là, vous voyez, par exemple, optimisation éditoriale, technique, backlink, maillage interne, suppression de page, web perf, UX ou autre. Voilà, vous détaillez un peu, vous dites en une phrase en quoi ça consistait. Et puis après, vous avez juste à dire à quelle date ça a eu lieu. Par exemple, là, j'ai mis, voilà, ça a eu lieu le 19 octobre 2022 et je voudrais savoir sous à peu près 8 semaines quel a été l'impact. Et si vous voulez, vous pouvez préciser, enfin c'est très recommandé, préciser quelle est la page sur laquelle vous avez bossé. Donc, soit c'est une page, liste d'URL, ou motif d'inclusion, ou regex, peu importe. Vous pouvez aussi lister des requêtes sur lesquelles vous espérez progresser, même si de toute façon, l'outil, il va vous trouver toutes les requêtes sur lesquelles la page se positionne. Et puis, c'est tout. Vous êtes prévenu quand les données sont prêtes. Voilà, en quelques minutes ou en quelques jours, si jamais les données ne sont pas encore disponibles, parce que l'optimisation, vous venez de la faire à l'instant sur votre site et vous l'avez juste noté dans l'outil pour être prévenu. Chose que j'ai beaucoup appréciée dans ton outil, c'est entre autres la petite réglette qui permet de gérer le nombre de semaines et qui permet d'avoir une analyse sur les semaines avant et après opération. Ouais, et on a décidé de faire ça par semaine parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus fiable de comparer des mêmes jours de la semaine entre eux. Donc, si mon optimisation elle a eu lieu un jeudi, eh bien, je vais regarder du jeudi au jeudi d'après ou N semaines plus tard. Et ça, je vais le comparer à la même taille de période, évidemment, avant. Voilà. Donc, effectivement, c'est un nombre de semaines. Donc là, il y a juste à bouger la réglette
Quand je dis que c'est en 3 clics, c'est quand même pas très faux. C'est Hein. assez simple. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Et un autre intérêt d'ailleurs, c'est aussi de tracer au même endroit tout le boulot qu'on fait pour son référencement et s'en rappeler si jamais on fait pas mal de choses. Les petites notes ont tout leur intérêt. Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de conclure un peu. Quel est l'intérêt d'avoir une approche comme ça, ROI? Eh bien, c'est de pouvoir valider par des données et pas seulement par l'avis d'un tel ou un tel. C'est de pouvoir montrer un impact réel. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? J'aime bien, j'en ai parlé dans un webinaire sur l'achat de backlink ou l'obtention de backlink. Hein, c'est pas forcément acheté d'ailleurs. Il y en a des gens qui se disent, ça a été positif parce que j'ai augmenté mon trust flow ou mon indicateur de notoriété quelconque calculé par n'importe quel outil. C'est génial ça, mais peut-être que Google, il s'en fiche complètement. Peut-être que Google, il n'a même pas vu que votre lien, il était présent. Et se baser sur des KPI comme ça, complètement extérieurs à Google, eh bien, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Moi, j'aime bien avoir une approche vraiment plus concrète et parler aux clients de ce qui a vraiment fait améliorer son référencement, sa visibilité ou même son trafic, pourquoi pas ses ventes. Donc, troisième point, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était l'idée d'avoir un repérage, une détection le plus rapide possible des erreurs qui coûtent cher pour pouvoir immédiatement les corriger et arrêter de gâcher de l'argent bêtement. Voilà. Et quatrième point, j'aime bien positiver parce que parfois, j'espère même, c'est souvent pour vous, vos optimisations, il s'avère qu'elles sont positives, elles marchent. Comment vous allez le montrer aux clients ou au patron? On l'a montré avec des données, etc. Et ça va pouvoir justifier des prochains budgets. Ça va pouvoir justifier soit de continuer à bosser ensemble, soit de dire à votre chef, vous voyez, on hésitait, mais finalement, c'est bien ça qu'il faut faire. Et j'aimerais bien avoir maintenant 2 fois plus de moyens qu'avant, parce qu'on l'a prouvé de façon très sérieuse que c'est cette approche qui est efficace. Voilà, donc vraiment, quand on a compris ces 4 points, je pense, peut-être que je vais vous avoir convaincu d'avoir ce genre d'approche. Voilà. Allez, on va terminer par juste quelques notes sur l'IA, parce que quand on parle aujourd'hui d'essayer de gagner du temps et d'optimiser le SEO, là, on parle de plus en plus de l'IA. Je pense quand même on a tout à fait raison. L'IA, elle sert à 3 tonnes de choses. J'ai du mal à toutes les lister sur un slide. J'ai mis les plus populaires, celles que je vois le plus souvent. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que c'est souvent inclus dans des outils de recherche de mots-clés, notamment pour essayer d'évacuer tout un tas de mots-clés qui sont très similaires les uns des autres. Ça, c'est quelque chose que je déteste, hein, quand un outil me dit voilà, je t'ai trouvé 1000 mots-clés, et sur les 1000, on se rend compte qu'il y en a peut-être 700 qui sont juste des doublons des autres. Donc ça, l'IA, en général, elle est assez forte pour me nettoyer tout ça. Bon, la chose peut-être d'aujourd'hui la plus populaire, c'est devenu rédiger des nouveaux contenus, clairement, carrément rédiger. Donc, l'IA fait tout. Troisième point, c'est traduire des contenus. Donc ça, c'est incroyable, hein, les améliorations, les progrès faits par l'IA, les outils à base d'IA sur la traduction. On en rigole beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Ça ne dit pas, attention, hein, que c'est parfait, qu'il n'y a pas besoin d'humains. Je vais en parler dans le slide d'après. Hein. Un autre point qui est peut-être moins connu, sur l'optimisation des images, sachez qu'il existe des outils qui savent reconnaître ce qu'il y a dans une image et vous proposer de manière automatisée, même s'il y a 50 000 images, un attribut alt et une légende. Donc ça peut être intéressant sur un site qui a beaucoup d'images qui ont vocation à être indexées dans Google. Dernier exemple, mais franchement, c'est qu'un début de liste, hein.
Ça peut être, là, c'est plus vraiment du SEO, mais choisir les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux. Voilà, etc., etc. Maintenant, je voudrais quand même aussi apporter un petit ou un gros bémol à l'IA, même si ce qu'on est en train de dire là en novembre 2022 sera assez différent de ce qu'on pourrait dire dans 3 mois ou dans 6 mois. Voilà, ça évolue à une vitesse très, très rapide. Mais quand même, si je me focalise sur la génération de texte, donc j'ai testé pas mal d'outils. J'ai même sondé tout un tas de confrères il n'y a pas si longtemps sur LinkedIn. Et on est quand même pas mal à être d'accord sur le fait qu'il reste des problèmes dont il faut avoir vraiment conscience. La première des choses, moi, qui me gêne, c'est que les informations peuvent tout à fait être fausses, véhiculer des stéréotypes, voire balancer des propos polémiques. Donc, on a perdu si vous savez vérifier. J'ai en tête un exemple avec un client. Je ne maîtrise pas la thématique. J'ai utilisé un outil qui m'a généré un texte. Il était super bien, pas une seule faute d'orthographe et tout. Moi, il m'avait l'air pas mal. Il m'a dit il y a 95% qui est complètement faux. Donc, c'était un texte assez spécialisé avec qui était plus ou moins en rapport avec, on va dire, la santé. Donc, forcément, c'est un peu délicat. Ben voilà, 95%, en fait, c'était à jeter. Donc, quand on dit que ça fait gagner du temps, dans mon exemple, ça m'en a fait perdre. Donc, attention aux cas de figure. Ensuite, pour l'internaute, qu'est-ce qui se passe? Même si les informations sont vraies, un des dangers, c'est d'avoir un problème de contenu un peu insipide ou on ne progresse pas, en fait. En fait, un texte généré par IA, si vous regardez un paragraphe ou une phrase, c'est nickel. Il est peut-être très bien. Si vous regardez 2 paragraphes, 3, l'enchaînement, eh bien peut-être que vous ne savez pas où vous allez, quoi. On ne progresse pas. Alors ça, il y a des façons de l'améliorer et de le corriger. Hein. En fait, c'est qu'on fournit un brief un peu plus détaillé à l'IA. On ne lui dit pas juste le sujet total de l'article et on découpe, en fait. On va dire, bah voilà, tel paragraphe ou telle partie. Et là, ça commence à être beaucoup mieux. Ensuite, je suis obligé d'attirer l'attention sur le fait que Google a déjà dit attention au contenu généré de manière automatique, notamment en fait par IA. Mais je ne sais même pas s'il cite le mot intelligence artificielle. Et ça reste dans les consignes de Google comme étant un problème. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Je n'ai pas vraiment de réponse en fait. J'ai l'impression que c'est pas ça qui compte. C'est la qualité globale du contenu. Je veux dire que ça a été généré par de l'IA ou pas, que Google reconnaisse que ça a été généré par de l'IA ou pas, c'est la qualité du contenu, c'est l'intérêt pour l'internaute qui vont faire que c'est bon ou c'est pas bon. Et puis, bon, voilà, pour terminer, dans certains cas, il pourrait peut-être y avoir des risques juridiques, notamment avec toutes les questions autour du droit d'auteur, droit de propriété intellectuelle, etc. Alors, on en arrive à la conclusion. Eh bien, comment on va faire pour investir de façon plus précise dans le SEO? Eh bien, tout simplement, vous avez bien retenu, je vous conseille de mesurer l'impact de vos optimisations, d'apprendre de vos erreurs, d'avoir une approche en fait basée sur les tests et les mesures des données, de manière à pouvoir mieux investir dans ce qui marche. Et un autre point, voilà, si j'avais un outil à vous conseiller, c'est plutôt Search Console. Je n'ai pas parlé par exemple de Google Analytics parce que j'ai de moins en moins confiance dans les données qui sont fournies, à cause du RGPD notamment. Donc, basez-vous plutôt sur Search Console ou sur d'autres outils tiers comme le mien, RM Console, qui utilise Search Console. Et tout ça va être très utile si vous avez besoin de gérer le SEO pour quelqu'un d'autre, pour votre employeur ou pour un client. C'est très bien de pouvoir comme ça communiquer sur le travail qui a été fait avec des données chiffrées. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et si jamais il y a des questions,
eh bien, je suis là. Merci Olivier, c'était très très clair. Il y a quand même effectivement quelques questions intéressantes dans le commentaire, mais comme on est déjà dans le timing, c'est au moment de Olivier Andrieux, je pense qu'on va mettre les coordonnées de Olivier Dufay. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à Olivier, ou Olivier, tu peux reprendre ici la main dans les commentaires et essayer de répondre déjà dans le système commentaire. Comme ça, je peux présenter notre ami Olivier Andrieux qui, Super. lui, va revenir sur un thème un peu spécial, c'est le Black Hat a-t-il gagné la partie? Tout un débat de notre ami Olivier. Ouais, je salue mon ami Olivier, même prénom, et puis à bientôt alors. Merci Olivier. Salut.